That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui de Michel Oslo. Pourquoi Michel Oslo? Parce que ce livre, voilà, je le montre bien à la caméra, Michel Oslo, le poète des ombres, c'est édité chez Ferd Éditions. D'ailleurs, je les remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et l'auteur de ce livre est Nathan Bonvalet, il est là. Merci beaucoup Nathan pour votre patience, parce que ça a été pas évident d'installer cette émission, mais il est là et j'en suis vraiment très content. Comment allez-vous? Ça va et merci pour l'invitation. Bah écoutez, je vais bien, on va discuter, donc je vais très très bien. La première chose qu'il faudrait quand même, enfin sur laquelle il faudrait insister, c'est que, et en même temps c'est une continuité logique aussi avec la structure du livre, c'est que c'est un livre remarquablement illustré. Ça, c'est très important. Il y a une iconographie, il y a une recherche visuelle, c'est assez incroyable. Je voudrais commencer par ça, déjà. Il était, j'imagine, évident qu'il y ait un aspect, que cet aspect-là soit important dans la construction du livre, j'imagine. Alors, ça me tenait beaucoup à cœur qu'il y ait des images, des documents, de nombreux documents pour montrer en fait le travail de Michel Oslo. Mais pour cela, il fallait que je puisse collaborer avec Michel Oslo et heureusement, il m'a aidé dans ce projet. Il a été ravi du projet que je portais. Donc, j'ai écrit le livre avant de partir le rencontrer. Et donc, on a collaboré ensemble avec le livre quasiment fini déjà. Mais alors, il faut savoir qu'il s'est préfacé par Michel Oslo et donc vous vous connaissiez bien avant cette histoire-là. Ce serait bien que vous racontiez cette anecdote parce que je pense que c'est important parce que ça installe aussi le rapport que vous entretenez avec ce cinéma-là, avec le cinéma de Michel Oslo. Alors, je pense que c'est surtout un livre déjà de fan, puisque je suis fan de Michel Oslo depuis 98 où j'ai découvert Kirikou et la sorcière et ça a été une révélation et donc une passion pour l'animation à ce moment-là. Et je me suis toujours dit, un jour j'aimerais faire quelque chose sur le cinéma de Michel Oslo. Je l'ai rencontré lors de l'avant-première de Kirikou et les hommes et les femmes en 2012. Je lui ai fait part de mon envie d'écrire. Bon, j'étais étudiant, il s'est dit c'est une envie passagère, ça lui passera sûrement. Voilà. Et en 2018, je l'ai contacté à nouveau et il m'a ouvert les portes en fait de son univers et il m'a dit avec plaisir qu'il serait curieux de découvrir ce que j'avais à dire sur lui. Et on s'est rencontrés de nombreuses fois et ça a amené à ce beau projet ensemble. Qu'est-ce qui vous avait frappé la première fois que vous aviez découvert enfin, vous étiez au CP, c'est ça? Vous disiez en Oui, c'est ça, 98. j'avais 6 ans, ouais. Est-ce 6-7 que ans. vous vous souvenez un petit peu à cet âge-là, ce qui vous avait marqué? Comme tout le monde, en fait, j'ai été bercé avec les Disney et j'ai été surpris de découvrir une autre manière de faire du cinéma d'animation et surtout de découvrir un personnage, un antagoniste qui avait des raisons en fait d'être antagoniste et pas seulement méchant pour dire d'être méchant. Donc c'est surtout le personnage de Karaba en fait qui m'a marqué quand j'ai découvert le film. Et du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai compris à ce moment-là, à 7 ans, qu'on n'était pas forcément méchant en naissant méchant, mais parce qu'on le devient à cause d'une vie compliquée et tourmentée, ce qui est le cas de Karaba. Comment vous avez approché, lorsqu'on approche la filmographie d'un auteur ou d'une autrice qui qu'on est très très sensible, parfois il est difficile de construire comme ça un livre parce qu'il y a de l'émotion. Et vous, comment vous l'avez approché ce cinéaste et comment vous avez construit votre livre? Déjà, j'ai revu encore de nombreuses fois ces films. Je l'ai contacté pour essayer de voir les films qu'on ne peut plus voir, que le grand public ne peut plus voir aujourd'hui. Et c'est bien dommage, mais par exemple, la première série qu'il a faite, on ne peut plus voir les épisodes en fait de Gédéon aujourd'hui. Donc je les ai revus de nombreuses fois, mais j'avais déjà en tête mes lignes de force, mes chapitres principaux et ce qui définit son cinéma en tête. Donc je savais où j'allais dès le début. Et j'ai assez rapidement mis de côté mon fanatisme total pour son cinéma. Enfin, du moins, je l'espère dans le livre, avoir été le plus objectif possible.
Et quand vous avez travaillé sur ce livre, est-ce que vous vous êtes rendu compte euh, que la place qu'occupait Michel Oslo dans l'histoire du cinéma, qu'il soit français, voire mondial, est-ce que c'était, comment dire, est-ce que pour beaucoup de gens, c'était une évidence, cette place importante qu'il occupait au moment où vous avez construit le livre? Je ne suis pas sûr et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le Ouais. nom de Michel Oslo évoque tant de choses, au grand public. Au-delà du métier et de ceux qui travaillent dans l'animation qui connaissent très bien Michel Oslo, je m'en suis rendu compte avec la sortie du livre. En fait, si on ne parle pas de Kirikou, Michel Oslo, ça n'évoque pas beaucoup de choses au public. Par contre, quand on parle de Kirikou, là, à ce moment-là, ça devient énormément de souvenirs qui reviennent en tête des gens. Je parle de Kirikou, il y a aussi Azur et Asmar qui a quand même bien marqué la production cinématographique mondiale, hein. Mais c'est vrai qu'au-delà des festivals et de la niche qu'est l'animation, heureusement elle l'est de moins en moins, Michel Oslo est pas si connu que ça. On est quand même loin d'être sur un niveau de célébrité à la Walt Disney. Et comment vous pouvez expliquer cela aujourd'hui avec toutes les recherches, tout le travail que vous avez fait là-dessus? C'est une bonne question, mais excusez-moi de vous interrompre parce qu'il faut savoir qu'il il y a des créations de Michel Oslo, des créations oslotiennes, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, on va moi le j'ai dire. osé le dire, voilà. Ouais, bah alors je perpétue, On y va. qui datent des années 80 et beaucoup de gens ont vu par exemple La Princesse Insensible sans savoir que c'est Michel Oslo. Et c'est Et, et, en- extraordinaire, La Princesse Insensible. et justement, en discutant avec des journalistes à la sortie du livre, certains ont été surpris d'apprendre que, par exemple, Gédéon, c'était Michel Oslo. Alors que Ouais. beaucoup ont été bercés par cette série quand ils étaient enfants. Euh, Parce qu'en France, c'est difficile la place du réalisateur est difficile dans l'animation. Et puis de toute façon, l'animation reste un univers pour les enfants au regard de nombreux critiques et nombreux journalistes français encore aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc Mais Kirikou oui. a pris la place en fait au-dessus de Michel Oslo, c'est ça le problème. Mais paradoxalement, avec le succès incroyable de Kirikou, est-ce que ça a donné aussi comment dire Ah, l'envie aux producteurs de donner leur chance à d'autres cinéastes, d'autres créateurs qui étaient là depuis assez longtemps d'ailleurs. bien sûr, c'est ce que j'explique d'ailleurs au début du livre. Mm. Le succès de Kirikou, ça a quand même surpris la profession en France et ça a permis de monter des projets qui étaient inenvisageables auparavant. C'est-à-dire le succès de Sylvain Chomet avec les triplettes de Belleville, je ne suis pas sûr qu'on serait allé jusque-là sans Kirikou. Alors le soufflet est un peu retombé, hein. Le succès de Kirikou n'a jamais été égalé après par Michel Oslo. Mais on a des producteurs qui ont quand même envie d'aider et de soutenir l'animation en France. Et heureusement, et on a des beaux succès. Je veux dire, Ernest et Célestine, bon, c'est adapté d'un Oui. écrit déjà illustré, mais c'est magnifique. Ces deux films, ils sont magnifiques. Alors, vous en aviez un petit peu parlé, juste pour évoquer les différents chapitres du livre, et ensuite on pourra pas tout dire du livre, ça c'est évident, on n'aura pas le temps, mais on va essayer quand même. Il y a 4-5 points sur lesquels j'aimerais bien qu'on développe. Je vais quand même donc nommer les chapitres. Donc, en plus de la préface écrite par Michel Oslo, il y a effectivement l'avant-propos. Ensuite, le chapitre 1, c'est donc sur le parcours d'un artisan du cinéma. Le chapitre 2, le renouvellement du conte. Le chapitre 3, au-delà des ombres, la sombre réalité. Le chapitre 4, c'est réenchanter le monde. Et le chapitre 5, c'est sur son dernier film, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, le jeu de l'amour et du hasard. Déjà, je voudrais savoir un peu, c'est qui Michel Oslo? D'où vient-il? Et puis surtout, est-ce que le cinéma a toujours eu une place importante, même dans sa vie de spectateur? Alors, Michel Oslo est né en 1943 dans le sud de la France, avant de partir assez rapidement avec ses parents vivre en Guinée-Conakry, d'où l'importance à ses yeux du continent africain, qu'il met en scène dans Kirikou. Et il revient à peu près à l'adolescence en France, et le choc des cultures qu'il représente, par exemple, de Azur et Asmar, se ressent très bien dans sa propre existence. Son premier coup de cœur animé, c'est avec un court-métrage qui s'appelle La révolte des jouets d'Hermina Tirlova. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert que mettre en scène ce qui d'habitude animer ce qui n'est pas animé est fascinant et le cinéma le permet.
Donc très vite, il va se diriger vers des études de cinéma et il va partir comme toute personne qui a envie de faire d'animation à cette époque. Il va partir en Amérique pour aller découvrir ce que font les studios Disney. Il va revenir assez rapidement, nourri d'expériences plus ou moins satisfaisantes, et il va être rapidement repéré par un producteur, Yves Rousset-Rouart, qui va lui donner l'opportunité de faire la série Gédéon. Et c'est à partir de là que tout commence. Et ça aurait pu commencer très vite. Le problème, c'est que ça s'est mal passé au sein des studios, entre les producteurs et les animateurs. Et sa carrière a mal démarré. Et il s'est mis à créer artisanalement ces petits courts-métrages qui ont eu beaucoup de succès dans les festivals. Et qui ont été possibles avec un autre réalisateur aussi très grand de l'animation en France, qui est Jean-François Laguilloni. Ils travaillaient ensemble dans ce qui sera plus tard le studio La Fabrique. Voilà. Et il faut savoir que lorsque Kirikou arrive, il a plus de 50 ans. C'est ça. À vrai dire, le grand public le découvre vraiment avec Kirikou et il a 55 ans. Donc un artiste découvert sur le tard, mais déjà bien connu au sein des festivals, comme je l'ai dit auparavant. Annecy le connaissait déjà très bien avant, et puis dès 1979, il avait déjà gagné un BAFTA pour Les Trois Inventeurs, son premier court-métrage. Donc déjà connu dans son univers. Toutes les créations qu'il a pu faire dans les années 80 ou un peu même avant, dans les années 80, tout cela, avant Kirikou, est-ce qu'ils sont, on en a un peu parlé au début, mais est-ce qu'ils sont tous accessibles, ou il y a des créations qui malheureusement ne pourront jamais être revues plutôt. Beaucoup de créations sont visibles. Dans celles qu'il a faites dans les années 80, en fait, elles sont même librement disponibles sur YouTube pour les plus curieux d'entre vous. Mais ces petites expérimentations un peu plus satiriques, voire grivoises, ne sont plus du tout disponibles et plus visibles. Par exemple, son court-métrage qu'il a fait en 1987, Les 4 vœux du vilain et de sa femme, est l'adaptation d'un fabliau médiéval. Et c'est pas montrable à des enfants. Et je pense qu'actuellement, il ne veut pas associer son nom Michel Oslo à ce qu'il a pu faire auparavant. Et il voit pas comment l'intégrer à un programme actuel avec des petits contes enfantins. Cette histoire de vœux sexuels, pour dire les choses, n'est pas montrable actuellement. Alors que c'est extrêmement drôle et que ça reprend toutes les thématiques qu'il a pu tisser au fil de sa carrière. C'est marrant, ça, je savais pas que. Enfin, si, j'en avais entendu parler, mais je veux dire, parce que pour le coup, je les avais jamais vus. Il y a aussi d'autres. Il y a aussi, ça vous parlez dans votre bouquin, et c'est les fameux courts-métrages pédagogiques qu'il a fait pour l'armée du Fort d'Ivry. Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Je ne peux pas trop vous en parler puisque je n'ai pas eu la chance de les voir. Ils sont classés secret défense, donc je pense qu'on ne pourra jamais les voir. Voilà. Mais on sait un peu de quoi ça parle. Il n'a jamais vraiment eu l'occasion ou l'envie de me détailler le sujet de ces films. Voilà, visiblement, c'était des courts documentaires pédagogiques. Et cette envie de faire un travail pédagogique se retrouvera après dans ces films, évidemment, avec des histoires beaucoup plus merveilleuses et montrables à tous. Parlez-nous un petit peu donc du style Oslo. C'est quoi un film de Michel Oslo? Alors lui est convaincu qu'il n'a pas de style, et à chaque fois il est surpris quand on lui dit qu'il a un style. À mon avis, déjà, son style est thématique. L'alliance de la merveille et un fond sombre qui déploie et en fait qui révèle l'obscurité de notre monde, mais pour le réenchanter, et d'où le titre de mon chapitre 4. Il nous montre des atrocités qui se passent dans nos sociétés, atrocités physiques ou psychologiques, mais il les réenchante par la merveille narrative. Ça, c'est pour le style thématique. Pour le style graphique, on le cantonne souvent à ses ombres, qu'il emprunte à Lotte Reiniger, qui avait déjà utilisé les ombres en 26 avec les aventures du prince Ahmed. Mais en fait, beaucoup de ces films ne sont pas faits en théâtre d'ombre. Ce qu'il représente très bien, c'est les personnages visibles de profil dans ces films. Et évidemment, des héros optimistes, bienveillants, rusés, qui vont contre les intolérances du monde, en fait. Pourquoi de profil, selon vous ? À mon avis, et c'est l'interprétation que je propose dans le livre, c'est pour mettre en valeur aussi le monde qui les entoure
puisque les personnages participent pleinement du monde qu'il y a autour d'eux, ne se cantonnent pas à leur petit univers et regardent ce qu'il se passe autour et se dirigent en fait très souvent vers l'avant du cadre, donc quand on est au cinéma, vers la droite du cadre, alors que les méchants sont souvent tournés vers les méchants qui n'en sont pas vraiment finalement pour la plupart de ces films, sont souvent tournés vers la gauche de l'écran, comme Karaba qui est tout le temps figée dans sa case. Elle ne bouge pas, et le seul moment où elle va se mettre à bouger, à sortir de sa case et à sortir de sa léthargie, c'est le moment où elle va en fait redevenir la femme qu'elle était avant. C'est particulier quand même cette façon de voir le monde. J'entends du point de vue de la position de Michel Oslo, cette manière comme ça qu'il a de voir le monde. L'obscurité du monde. Exactement, ouais. Exactement. En même temps, je pense que malheureusement, c'est le monde dans lequel nous évoluons. On doit faire face à des personnalités intolérantes, qui sont aveuglés, qui ont du mal à laisser les autres vivre pleinement tels qu'ils sont, et qui ne se questionnent pas assez, surtout. À l'opposé des personnages oslotiens, des héros qui ne cessent de se questionner et qui se demandent toujours pourquoi une chose est ainsi, pourquoi une chose est ainsi, pour faire évoluer les mentalités et ne pas juger, mais en fait essayer de savoir comment faire mieux et comment accepter au mieux les gens malgré leurs différences. Dans le livre, vous parlez très vite du rapport qu'il entretient avec le conte. C'est un conteur, c'est un griot. Et ensuite, vous questionnez la morale dans ces films. La question est très simple. Est-ce que lui-même, finalement, c'est un moraliste? Je pense, et de toute façon, c'est les écrits qu'il aime le plus. C'est les écrits du 17e, 18e siècle. Voltaire est un de ses auteurs préférés. Donner une morale pour permettre à tous les publics, quel que soit leur âge, puisqu'il a une réelle volonté de ne pas s'adresser qu'aux enfants, et il veut apporter une leçon à tous, et la leçon est très simple. Collaborons pour faire un monde meilleur. Ah oui, il n'y a pas plus simple que ça, effectivement. Si je devais essayer de résumer la morale qui revient le plus souvent dans son cinéma, ce serait celle-là. Et on le voit très bien dans le système qu'il utilise en permanence dans son cinéma, qu'il appelle cinécie, qui s'appelait à l'origine cinécie, puisque dans chaque histoire, il essaie d'imaginer ce qu'aurait pu être une histoire en partant d'un postulat généraliste ou d'un conte, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire des contes et qui se les approprie pour les réinventer à sa manière. Et c'est un système qu'il utilise tout au long de sa carrière, dès 1989, avec 8 épisodes qui sont diffusés sur Canal+, et qu'il a encore quasiment utilisé aujourd'hui avec son dernier film, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, puisqu'il nous raconte 3 histoires différentes avec 3 techniques différentes. Donc c'est vraiment une volonté de faire travailler les gens ensemble pour inventer des histoires et apprendre des choses. Mais c'est quoi, vous parlez d'un moment de répétition dans son rapport au conte, c'est quoi exactement la répétition, l'utilisation de la répétition? D'une part, c'est les systèmes qui sont répétés et très souvent, en fait, les personnages ont des aventures répétitives. Ils sont obligés de faire les choses plusieurs fois ou de voir les autres personnages les faire plusieurs fois pour eux-mêmes apprendre comment s'y prendre et faire mieux. J'ai un exemple en tête, un des contes de Cinécie s'appelle Le Château de la Sorcière. On a ce héros qui est dans un arbre, donc graphiquement au-dessus des autres. On le sait dès le début que lui est supérieur aux autres dans sa manière d'approcher les choses. Il regarde le public moquer la princesse qu'il trouve laide en attaquant le château à plusieurs reprises et il n'y arrive jamais. Lui, dans son arbre, le héros attend son tour et frappe seulement à la porte, n'essaie pas d'attaquer le château et parvient à entrer à l'intérieur, puisque lui a eu l'intelligence d'attendre et d'essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Donc une répétition en fait qui permet au personnage de progresser et d'avancer. Mais ça donne aussi une très forte interactivité avec nous, avec le spectateur ou la spectatrice, comme si on était en face d'un livre, pour le coup, dont on serait le héros. Il y a ce rapport, ne serait-ce que parfois dans je crois que c'est dans, j'ai un trou de mémoire, pardon, où l'on voit le créateur avec ses 2 assistants qui sont en train de réfléchir à des histoires, il y a de cela, faire un film dans un film. Il y a comme ça un rapport très fort avec le spectateur aussi. Bien sûr, et la mise en abîme revient assez souvent dans son cinéma. En fait, dès son premier court-métrage, Les 3 inventeurs, on a quand même cette famille d'inventeurs qui est littéralement brûlée à l'écran, puisque son film est fait à partir de napperons de pâtisserie.
et les napperons prennent feu. Donc les personnages sont réellement en train de mourir, matériellement en train de mourir à l'écran. Et en fait, un panoramique déplace le cadre et nous montre le réalisateur mis en abîme qui nous dit que ce n'est que du cinéma. Donc on est toujours, en fait, on est en train de travailler avec le réalisateur, on est en train de découvrir des choses avec lui, et il nous invite à une projection, comme vous l'avez dit, avec ce projectionniste et les 2 enfants qui travaillent avec lui pour inventer des histoires et se déguiser. En fait, à chaque fois, on essaie de se dire qu'est-ce qu'on pourrait raconter et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre sur le monde. Et d'ailleurs, ce système, il l'imagine très bien exister sans lui, lorsqu'il ne sera plus là, et il pourra, les auteurs et les réalisateurs pourront le continuer en reprenant ce système de 3 personnages qui inventent des histoires et des contes. Dans la série La Princesse Insensible, pardon si je spoil, mais c'est pas forcément si grave que ça, parce que c'est pas ça, ça n'est pas que ça qui est important dans cette série. Il y a un détail qui fait qu'elle est soi-disant insensible, et j'ai l'impression que on n'est plus vraiment dans l'animation, on est au-delà, enfin, c'est vraiment la définition même du cinéma, et voire même aussi comment voir le monde. Et c'est ça, en fait. Et j'ai l'impression que chez Oslo, c'est très important, cette manière de voir le monde. Et puis le fait qu'à la fin, on aide cette princesse à voir le monde, je trouve que c'est très très beau, que ça donne beaucoup de choses. Ça annonce sans le vouloir ou sans le savoir les films en devenir de la fin des années 90. Je pense notamment à Azur et Asmar. C'est vraiment ça, c'est très beau. Ce rapport au monde, faut quand même... on va t'aider à le voir, ce monde. Le rapport au monde et justement au regard sur le monde. Dans Azur, vous parliez d'Azur et Asmar. Dans Azur ferme les yeux dans le monde où il est, puisque son regard n'est pas accepté. Un regard évidemment bleu, donc qui ne ressemble pas au regard du Maghreb dans lequel il est, des habitants du Maghreb, mais aussi un regard plus tolérant sur le monde, qui n'est pas du tout le cas de l'endroit où il atterrit, et comme le personnage qui porte sur ses épaules pendant tout le film, Krapou, qui lui est totalement intolérant, et on spoile pas sur ce que peut cacher ce personnage, comme dans La Princesse Insensible d'ailleurs. Et cette histoire du regard, elle se retrouve également dans le seul clip qu'il a réalisé pour l'instant, le clip qu'il a réalisé pour Björk, puisqu'elle a les yeux fermés pendant tout le clip, et finalement, à la fin, elle ouvre les yeux sur le monde à la fin du clip. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient dans tout son cinéma, le regard sur le monde, et un regard tolérant, bienveillant envers les autres. Qu'est-ce qui l'attire dans le cinéma, Michel Oslo? Je ne parle pas forcément que des films de cinéma d'animation, mais du reste. Est-ce qu'il y a des auteurs qui lui sont très chers? Déjà, il m'a dit qu'il allait très peu au cinéma. Il a très peu le temps d'aller au cinéma. Là, il est dans une espèce d'urgence de créer à son âge, et il veut en faire le plus possible, et il en fera jusqu'au bout. Il a un amour du cinéma, et peut-être encore plus du cinéma, je dirais, pour le fait de raconter des histoires. Ce qu'il aime le plus, c'est raconter des histoires, et il l'a très bien mise en scène dans le 3e Kirikou, avec Kirikou qui devient littéralement griot, donc conteur, pour les autres personnages du village. Et c'est ça qui plaît vraiment à Michel Oslo, c'est se nourrir de textes qu'il découvre et qu'il lit pour les métamorphoser et les transformer à sa manière pour apprendre des choses aux gens. Et ce qu'il apprécie aussi aujourd'hui, dont il n'avait pas vraiment conscience avant, et il m'en a fait part, c'est l'amour qu'il peut donner au public et l'amour qu'il reçoit du public désormais. Il est vraiment surpris par l'attachement que les spectateurs ont pour Kirikou, par exemple. Et il est toujours très ému d'entendre les gens lui en parler, alors que ça fait 24 ans que le film est sorti désormais. Et dans le monde, comment il est considéré, Michel Oslo, par rapport au public? C'est quand même une sommité, mais c'est toujours la même chose. Je pense, comme en France, c'est toujours Kirikou qui revient, et quand on parle de Michel Oslo, c'est Kirikou, Kirikou, Kirikou. D'autant plus qu'il a fait 2 suites, donc je pense que vraiment il a fini pas de s'enfermer, puisque il s'est fait énormément plaisir dans ses films, et les 2 suivants ont apporté plein de choses sur cet univers. Mais plus encore que Michel Oslo, c'est vraiment Kirikou, à mon avis, qui aujourd'hui dans le monde a un impact incroyable. Et c'est d'ailleurs le seul de ces films qui a eu vraiment le droit à du merchandising et a eu des produits dérivés, en fait. Ce qui est totalement différent des studios hollywoodiens d'animation qui font énormément de recettes sur les produits dérivés. Ce qui n'est pas le cas du cinéma d'animation en France.
Il y a un aspect aussi qui est assez important, je crois, dans les films de Michel Oslo, vous en parlez, c'est par rapport à la voix. Mhm. Et on parlait d'Azur et Asmar, et c'est ça qui est. Alors, pour le coup, c'est assez impressionnant d'entendre. Ça se passe effectivement entre la France et le Maghreb, puis un moment dans le Maghreb. Et il y a ce rapport à la voix, il y a le rapport à la langue aussi, l'arabe littéraire. Et ça fait partie. Pour le coup, de ce qu'on se disait sur la princesse insensible, c'est-à-dire il faut vraiment prendre le temps de voir le monde, mais aussi de l'écouter. Mhm. Et d'ailleurs, dans Azur et Asmar, dont vous parliez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait le choix de ne pas sous-titrer la langue arabe pour montrer qu'en fait, le fait de ne pas comprendre une langue n'empêche pas de se comprendre les uns les autres et n'est pas un obstacle à la compréhension entre les gens. Et c'est ça qui est intéressant. Et on parlait de la voix. Pour lui, la diction et la manière de parler est extrêmement importante. Il accorde beaucoup d'importance et il est très perfectionniste sur l'enregistrement des doublages de ses films avec les acteurs. Pour lui, c'est vraiment une manière de se faire comprendre au monde. Il est important de parler clairement et de s'exprimer comme il se doit, d'être éloquent pour attirer la tolérance et la bienveillance de ceux qui nous entourent. Et tous ces héros s'expriment très bien. Par exemple, Dilili dans Dilili à Paris, les Parisiens sont surpris de l'entendre bien parler. Étant donné qu'elle est étrangère, elle devrait forcément ne pas savoir maîtriser la syntaxe française. Donc ça, Michel Oslo s'en amuse. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis des extraits de storyboard et de scénarios dans le livre, puisqu'on voit directement ce que lui a écrit sur le storyboard et sur le scénario. Et en général, c'est exactement ce qu'on a dans le film. Il pense déjà les dialogues dès le début. Et c'est exactement ce qui arrive dans le film. C'est très pensé, c'est très écrit. Est-ce que ces films disent plus quelque chose de la société ou alors quelque chose de la société de cinéma, c'est-à-dire de l'art dans lequel il évolue? Je dirais la société quand même. Il nous dit énormément de choses de la société et parfois pour certaines sorties de films, ça a pu être compliqué. La réception a pu être compliquée parce que certains ils projettent des choses qui ne sont pas forcément dites aussi dans ces films. Je pense à Dilly à Paris dont je parlais juste avant, qui a été injustement reçu à sa sortie puisqu'on a très vite fait des parallèles avec l'islam, avec cette société d'hommes qui soumettent les femmes littéralement puisqu'elles doivent marcher à quatre pattes et sont appelées les quatre pattes dans le film. Il nous parle vraiment de la société, mais sans viser une société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas un pays précisément. D'ailleurs, il aborde tous les pays. Et le seul pays dont il n'a pas parlé encore, et le seul continent dont il n'a pas parlé, c'est l'Océanie. Puisque pour l'instant, il m'a avoué que ça l'inspirait pas du tout. Alors peut-être qu'un jour, il y viendra, mais sinon, tous les autres continents ont été abordés par ces films. Comment il l'a reçu, ça, cette critique par rapport à Dilili? Je pense que ça a été très difficile. Le César qu'il a reçu a permis, à mon avis, de mieux vivre la situation et d'être reconnu finalement par ses pairs. Mais la sortie du film a été compliquée. Surtout qu'il a porté ce film pendant 5 ans pour le créer avec énormément de figurants luxueux, avec tous ces artistes du 19e, début 20e magnifiques. Pour lui, c'était quelque chose de très cher. Il représentait enfin la France, le pays dans lequel il vit, et la réception a été terrible. Qu'est-ce que vous pensez du dernier film qu'il a réalisé? Je trouve que le dernier, c'est une parfaite synthèse de son travail. C'est ça qui est intéressant. Alors jusque-là, chaque film avait à peu près une technique différente, lui permettait de se mettre un petit peu au goût du jour. Et en fait, cette fois-ci, il nous fait un film avec 3 techniques différentes. Donc il ne se renouvelle pas d'un film à l'autre, il se renouvelle à l'intérieur d'un même film, en reprenant parfois ce qu'il a déjà fait avant. Toujours avec un regard sur la société, même si c'est des sociétés d'une autre époque. Mais enfin, à chaque fois, on a 3 personnages de parents autoritaires. Qu'on soit au Moyen-Âge, à l'Antiquité ou aujourd'hui, les situations restent les mêmes. Avec 3 esthétiques différentes, donc c'est ça qui est intéressant, avec un court-métrage en 2D plate pour rendre hommage aux peintures égyptiennes dans le premier, un court-métrage en ombre comme il a pu faire au début de sa carrière dans le deuxième au Moyen-Âge, et un court-métrage en 3D comme Azur et Asmar dans le dernier. Donc je trouve que ça fait une parfaite synthèse en fait de son cinéma. Alors je répète, Michel Oslo, Le Poète des Ombres, c'est édité chez Feur d'édition. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Je remontre encore le
le livre. Et c'est écrit, pensé par Nathan Bonvalet. Alors ça, c'est vraiment de la cuisine interne pour le coup. Vous avez combien de rush, la durée de rush audio des entretiens avec Michel Oslo? J'en ai énormément. J'en ai énormément, mais qui ne sont pas utilisables en fait, puisqu'il est tellement perfectionniste que toutes les retranscriptions que j'ai pu faire de ce qu'on a pu se dire et les échanges qu'on a pu avoir, il voulait tout reprendre pour que chaque mot ait parfaitement sa place. Et en même temps, je trouve que ça représente très bien ce qu'est Michel Oslo et la perfection qu'il met dans ses films. Le souci du détail, du mot, ce qu'on disait tout à l'heure sur les dialogues, je le retrouve en fait dans sa manière d'aborder les citations que j'ai pu faire de lui dans mon livre. Méticulosité. Merci beaucoup en tout cas Nathan d'avoir accepté de revenir sur ce livre, et vous pouvez trouver le livre dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur le site de la très importante maison d'édition Fleur d'édition. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three good companions.